Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis journaliste et animateur pour Média24. Avec nous aujourd'hui, notre spécialiste des sciences pour éclairer notre analyse. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une annonce assez marquante venue du Royaume-Uni. Il s'agit de la mise en service au National Quantum Computing Center britannique, le NQCC, du tout premier ordinateur quantique qu'on dit complet et basé sur une technologie qui nous est très familière, le silicium CMOS. Oui, c'est ça, la même technologie qu'on retrouve dans nos smartphones, nos ordinateurs. Exactement. Alors, on va essayer de décortiquer un peu ce que ça signifie vraiment, en se basant bien sûr sur les informations qu'on a pu recueillir. Ce qui ressort tout de suite, c'est cette machine développée par une start-up londonienne, Quantum Motion. Et la question qui vient, c'est pourquoi ce choix du silicium CMOS? On entend beaucoup parler d'autres voies, comme les supraconducteurs, les ions piégés. Qu'est-ce qui motive ce choix? C'est une excellente question. En fait, c'est vraiment au cœur de leur stratégie. Le silicium CMOS, il faut bien voir que c'est le pilier de toute l'industrie électronique depuis des décennies. On le connaît par cœur, il est fiable et surtout, il est compatible avec les énormes usines de fabrication de puces qui existent déjà. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est une différence fondamentale avec les autres technologies qui, elles, nécessitent des procédés de fabrication très spécifiques, souvent très complexes et donc coûteux. L'idée derrière, si vous voulez, c'est de pouvoir un jour fabriquer des processeurs quantiques presque aussi simplement que des puces classiques. Donc c'est moins une question de physique purement exotique, disons, qu'une stratégie industrielle très très pragmatique en fait. C'est tout à fait ça. Et ça a des conséquences visibles, j'imagine, sur la taille de la machine elle-même. Oui, exactement. L'appareil qui est installé là, au NQCC, il est étonnamment compact. On nous dit qu'il tient dans 3 baies de serveurs standards, des baies de 19 pouces. 3 baies seulement? Oui, c'est vraiment petit comparé à certaines installations de recherche qu'on peut voir. Et tout est intégré dedans, le fameux réfrigérateur à dilution. Oui, indispensable pour refroidir tout ça. Voilà, pour amener les qubits silicium aux températures cryogéniques, très proches du zéro absolu, où ils fonctionnent de manière stable. Mais il y a aussi les puces quantiques elles-mêmes et toute l'électronique de contrôle. Et cette compacité, ça facilite beaucoup une potentielle intégration future dans des centres de données classiques. C'est clair, oui. Et au-delà du matériel pur, Quantum Motion met l'accent sur une approche full stack. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ceux qui vont l'utiliser? Alors, full stack, ça signifie qu'ils ne livrent pas juste le processeur quantique brut, isolé. Ils fournissent tout l'environnement logiciel qui va avec. Ça inclut une interface utilisateur, les systèmes pour contrôler, pour manipuler les qubits, et aussi, point très important, la compatibilité avec des outils de développement que la communauté scientifique utilise déjà. Comme Qiskit ou Cirq? Exactement, Qiskit, Cirq, ce sont des bibliothèques logicielles très utilisées pour programmer ce genre de machines. L'objectif, c'est que les chercheurs, les développeurs puissent vraiment commencer à tester des algorithmes pour des applications concrètes. On pense à la modélisation moléculaire, par exemple, pour découvrir de nouveaux médicaments, ou à l'optimisation pour la logistique, ou même à l'ajustement de modèles d'intelligence artificielle. D'accord. Donc, ce n'est pas juste une puce expérimentale, c'est un système qui se veut prêt à l'emploi, en quelque sorte. C'est l'idée, oui. Mais le grand défi du quantique, ça reste la montée en échelle. Comment passer de quelques qubits à des milliers, voire des millions de qubits? Comment Quantum Motion adresse ce problème? Leur solution, c'est une architecture qu'ils nomment par tuile. Il faut imaginer ça comme des petites unités de calcul quantique modulaires, un peu comme des carreaux, des briques de Lego, si vous voulez. Mhm. Elles seraient indépendantes, mais connectées entre elles. L'idée, c'est de pouvoir répliquer ces tuiles sur une même puce pour augmenter massivement le nombre de qubits. Ils visent des centaines de milliers, peut-être des millions à terme, mais sans que la taille physique de l'ensemble de la machine n'explose. C'est une vision très orientée fabrication en série, presque plug and play. Une approche très ingénieure, finalement, très pragmatique encore une fois. Tout à fait. Ça colle bien à leur philosophie qu'ils appellent user first, vraiment centrée sur l'utilisateur final, et l'industrialisation. Ils parient sur l'ADN de l'électronique moderne, le CMOS, pour potentiellement sortir le quantique des labos et le rendre plus accessible, en s'appuyant sur l'énorme écosystème industriel qui existe déjà pour le silicium. C'est peut-être moins spectaculaire sur le papier que certaines recherches fondamentales, mais ça pourrait être plus rapide à déployer à grande échelle.
Et on parle donc d'applications concrètes, hein, IA, pharmacie, logistique. L'article mentionnait aussi une capacité d'autocalibrage du système via l'apprentissage machine. Ça, c'est intéressant pour la maintenance, j'imagine. Oui, ça simplifierait la gestion. Mais économiquement, qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'on va avoir un ordinateur quantique dans nos salons bientôt? Ah non, pas tout de suite. Il faut rester prudent. Les estimations du marché global du quantique sont vertigineuses. Le Boston Consulting Group, par exemple, parle d'une fourchette énorme entre 76 et plus de 700 milliards d'euros d'ici 2040. C'est considérable. Oui, mais ça, c'est le marché total. Le segment grand public, c'est une toute autre histoire. On évoque peut-être 2035, 2045, pour des machines plus petites, destinées aux chercheurs, aux universités. On parle de prix autour de 10 000, 20 000 euros. Pour le commun des mortels, l'accès se fera très probablement via le cloud pendant encore pas mal de temps. Bien compris. Donc, si on résume un peu notre analyse des informations disponibles, on a cette innovation britannique qui est significative avec un ordinateur quantique fonctionnel sur silicium CMOS. Les points forts, ce serait sa compacité, son approche logicielle complète qui le rend utilisable assez directement, une architecture par tuiles pensée pour l'avenir et la montée en échelle, et surtout une stratégie qui mise tout sur l'industrialisation grâce à une technologie, le CMOS, qui est déjà ultra maîtrisée. Oui, c'est exactement ça. C'est un pas qui pourrait être important vers une intégration plus naturelle du quantique dans l'écosystème technologique et industriel qu'on connaît. En misant sur cette compatibilité avec la production de masse, Quantum Motion ouvre une voie intéressante vers une démocratisation et des applications plus larges à terme. Même si, bien sûr, le chemin est encore long et il reste de nombreux défis techniques à relever. Merci beaucoup pour ces éclairages très précis. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.